sécurité des Nations Unies vient de voter le renouvellement du mandat de la mission de paix au Mali, MINUSMA, pour 1 an. Un nouveau mandat qui prend en compte l'essentiel des préoccupations du gouvernement malien, largement exprimé le 23 juin dernier à New York. Mois de Ramadan, deuxième décade, toujours moins d'affluence dans les restaurants, beaucoup enfermés pour cause. Le sujet a intéressé Nyanya Aliou Traoré, elle est allée voir. Focus Santé de ce journal fait un grand zoom sur la CAD-SIDA, l'association de lutte contre le sida, son mode de fonctionnement, les relations avec les personnes vulnérables. Nous sommes 29 juin, 12e jour du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président de la Fondation pour l'entrepreneuriat en Afrique est en visite dans notre pays. Tony Ememele, c'est son nom, est venu explorer les opportunités d'investissement, notamment dans les domaines de l'énergie, de la santé et des infrastructures. Sur ces sujets, il a eu ce matin des échanges avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Occasion également pour le président Ememele d'expliquer au chef de l'État un volet important de sa fondation, celui de l'appui aux entrepreneurs africains. Et pour la prochaine décennie, 10 000 d'entre eux seront accompagnés par la fondation et pour une enveloppe globale de près de 50 milliards de francs CFA. Bourama Traoré a suivi cette audience pour nous. Explorer les opportunités pour investir pour créer des emplois et booster l'économie malienne. Ainsi peut-on schématiser l'objet de la visite au Mali du président de la Fondation pour l'entrepreneuriat en Afrique. L'entretien avec le chef de l'État a constitué le point d'orgue de la visite, au cours duquel le patron de la Fondation a précisé ses projets pour le Mali. Il concerne certains secteurs clés du pays tels l'énergie, les infrastructures et l'agriculture, j'en passe. So I'm looking forward to investing in your good country. Nous l'avons dit au président de la République que nous serons intéressés aussi par les hôtels et le système bancaire parce que nous pensons que tout développement d'un pays dépend donc de la santé et du système bancaire. Et je dois dire également que nous étions prêts à venir ouvrir notre banque ici à Bamako, UBA qui est une banque, l'Union de banques pour l'Afrique. Nous étions prêts à ouvrir une succursale ici à Bamako, mais étant donné les événements de 2012, nous nous sommes retirés. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que nous sommes prêts à venir pour installer cette banque à Bamako, en Mali. La Fondation pour l'entrepreneuriat a mis en place un fonds de 100 millions de dollars, environ 50 milliards de francs CFA. Il est destiné à accompagner 10 000 entrepreneurs africains au cours de la prochaine décennie. La finalité est de créer 1 million d'emplois pendant la même période. $10,000. And I'm happy to say that nous avons donc des allocations de $10,000 que nous donnons par jeunes entrepreneurs et nous avons en Afrique plus d'1 millier de jeunes entrepreneurs qui bénéficient donc de ces bourses de la Fondation. Ça a été pour moi une visite exceptionnelle parce que je me suis rendu compte de l'existence des jeunes entrepreneurs maliens et j'ai eu le temps d'échanger avec eux, de leur serrer les mains et donc je suis fier donc de ces jeunes entrepreneurs parce que je sais que c'est le futur de l'Afrique. La Fondation pour l'entrepreneuriat a été créée en 2010 par Tony Ememele. Son objectif est de stimuler la transformation économique et sociale de l'Afrique, d'intensifier la création d'emplois sur le continent. Rappelons que cette visite du président de la Fondation pour l'entrepreneuriat dans notre pays s'inscrit dans le cadre de la relance économique. Et nous rappelons aussi que le président Ememele, Tony Ememele, avait été reçu par le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'était à Genève, à Davos en Suisse, pendant le sommet à Davos. Yam Gold, la compagnie d'exploitation de l'or, veut poursuivre ses activités à Siama. Cependant, elle déplore le coût de l'énergie électrique fournie. Le président directeur général de la société internationale a été reçu lui aussi par le premier ministre Modibo Keïta. La délégation du PDG Steven Levny a été introduite par le ministre des Mines Boubou Cissé. Compte rendu, Moïse Traoré.
La délégation du président directeur général de la compagnie d'exploitation de l'or comprend le vice-président régional Afrique de l'Ouest de Ayam Gold. Le Premier ministre leur a accordé 3 quarts d'heure d'entretien. Make additional investments in the country and prolong the life of our mine at Sadiola. Nous espérons être présents encore pour un peu plus de 20 ans encore. Nous avons bon espoir qu'on va pouvoir reprendre les travaux de construction de la mine de Sadiola et nous espérons trouver un accord très rapidement avec le gouvernement pour pouvoir permettre la reprise de ces activités. Implantée à Sadiola depuis 1991, la compagnie a connu quelques difficultés liées à la baisse du coût de l'or. Là, normalement, toutes choses égales par ailleurs, devrait fermer dans 2 ans. Maintenant, il y a eu l'opportunité pour étendre la vie de la mine d'une 15aine d'années. Il faut beaucoup d'énergie et cette demande d'énergie nécessite un certain privilège par rapport à la cession des prix de l'électricité. Nous avions convenu il y a quelques années de 70 francs le kilowattheure. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce tarif pourrait ne pas être soutenable pour les finances publiques de l'État. Donc nous sommes dans une renégociation. La compagnie internationale exploite des mines aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud. Juste après cette audience, le Premier ministre Modibo Keïta, chef du gouvernement, a eu le temps de rallier l'aéroport international de Bamako-Sénou pour Abidjan en Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux de ce voyage, Sira Bachili et Tchédje Kamara, nous disent déjà que le Premier ministre Modibo Keïta est arrivé en début de soirée à Abidjan en Côte d'Ivoire. On le voit sur ces images. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, et une forte délégation de Maliens vivant en Côte d'Ivoire, en compagnie du ministre de l'Énergie et de l'Eau et celui de la Défense et des anciens combattants. Le Premier ministre prendra part au lancement du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie. Un lancement qui sera suivi d'une table ronde de haut niveau des premiers ministres et partenaires fondateurs. Voilà, le Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta, à son arrivée cet après-midi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ici à Bamako, présentation ce matin à l'Assemblée nationale du rapport 2014 du médiateur de la République. 260 dossiers de réclamation ont été reçus et traités par le médiateur et son équipe. La gestion domaniale et foncière, la justice et la protection sociale sont les 3 premières catégories de ces réclamations. Compte rendu signé Salimata Ndao. Le médiateur de la République a fait son rapport 2014 en 80 pages. Baba Ake Baïdara est allé le présenter ce matin à l'Assemblée nationale. De la gestion domaniale et foncière, en passant par les contrats de marché jusqu'à l'éducation, en tout, 260 dossiers de réclamation ont été adressés au médiateur, selon lesquels l'Assemblée nationale peut l'aider dans sa mission. Déjà, en mettant à notre disposition un certain nombre de documents qu'ils reçoivent et qu'ils estiment plutôt relever de la compétence du médiateur, ils nous rendent service déjà. Deuxièmement, c'est quand même le lieu où on fabrique les lois du pays. Et le médiateur, son rôle, c'est un peu de veiller à ce que les lois adoptées par le pays soient correctement appliquées. Actuellement, nous sommes en train de mettre en place, dans le cadre de la décentralisation renforcée, de la régionalisation, les délégations territoriales partout. Il faut que nous expliquions aux populations, l'administration, les usagers. Et ce travail-là, le médiateur ne va pas le faire tout seul. Il le fera avec les membres de l'Assemblée. Et de ce point de vue-là, je pense que nous ferons beaucoup de choses ensemble. 45 affaires concernent la justice, un domaine marqué par les difficultés d'exécution de décisions et les lenteurs de procédure. Le médiateur est saisi par nombreux de nos concitoyens qui se plaignent du fait que, ils sont dans l'insécurité juridique. Parce que quand ils vont à la justice, que la justice tranche, souvent, il y a des difficultés pour la mise en œuvre de ces décisions-là. Les causes sont nombreuses, multiples. Mais le fait est là, c'est que si l'appareil judiciaire perd de la crédibilité, l'état de droit s'affaiblit. Par conséquent, il fallait appeler l'attention
des autorités sur cet aspect-là. J'ai noté avec gravité la difficulté d'application de certaines décisions de justice, ce qui pourrait contribuer à accroître le sentiment d'insécurité juridique et judiciaire aussi. J'engage la commission des lois de l'Assemblée nationale à nous faire toute la lumière sur ces situations. Isaka Sidibé a reçu le rapport avec plaisir et a promis d'œuvrer aux côtés du médiateur pour la gestion des différentes tâches assignées à l'institution. Ce rapport, nous allons le lire, on va l'étudier. Et au-delà du rapport, il l'a dit tout à l'heure, nous cultivons le même jardin, les populations face à l'administration. Nous, c'est l'action gouvernementale que nous contrôlons. Et c'est un petit peu ça, mais de manière un peu plus souple, disons. Parce que la médiation s'occupe de beaucoup d'autres choses. Ils ont un rôle prépondérant à jouer. Et dans le commerce des institutions, nous allons nous compléter de manière à pouvoir donner, en tout cas aux citoyens maliens, toute la possibilité de s'épanouir dans son droit. En ce qui concerne l'espace d'interpellation démocratique et idée, le médiateur a pris de nouvelles mesures structurelles et réglementaires. Il s'agit de l'amélioration du chronogramme par l'appel au dépôt des dossiers d'interpellation 6 mois avant la session, de l'information et de la sensibilisation des Maliens de l'extérieur en vue de recourir à l'espace en cas de besoin par le biais des ambassades et consulats. Ouverture ici à Bamako d'une conférence internationale sur la justice transitionnelle. Cette conférence, qui va durer 3 jours, vise à harmoniser les différents mécanismes, mieux définir les éléments de la justice transitionnelle dans le processus de paix et fera des propositions qui serviront de base de réflexion pour l'établissement véritable d'une justice transitionnelle dans notre pays. Compte rendu signé Modibo Mariko. Après une crise d'une ampleur aussi grande et multiforme comme celle que le Mali a traversée, il est tout à fait naturel que se pose la question de la réparation des préjudices causés tout au long du processus. La justice formelle ou classique ne pouvant prendre tous les cas en la matière, celle transitionnelle en tant qu'ensemble des mécanismes mis en œuvre pour tenter de faire face aux violations massives des droits de l'homme en vue de permettre une réconciliation nationale trouve toute sa place. Les travaux de cette structure doivent servir de socle au processus de réconciliation qui ne se décrète pas. La structure qui est sur pied n'est pas une fin en soi et cette structure doit apprendre à fonctionner de façon transversale depuis les institutions nationales et républicaines jusqu'à la société civile. La place indispensable et incontournable des victimes est à maintenir tout le long du processus. C'est le meilleur gage de réussite pour une véritable et durable réconciliation. Cette conférence internationale qui regroupe près de 80 participants venus du Mali, d'Afrique et d'ailleurs, se veut un cadre de propositions pour faire avancer le processus de paix au Mali. Nous avons pu entendre l'absence de vision, l'absence de coordination. Oui, des initiatives multiples ont été prises, ça et là, par une multitude d'acteurs. Mais la vision, la coordination, qui sont absolument nécessaires, interviendront lorsque l'ensemble des parties prenantes, sur la base de l'initiative que nous allons prendre, auraient dégagé ensemble. Chaque pays aura droit à avoir la justice transitionnelle qui reflètera son parcours, son contexte. La justice transitionnelle que nous souhaitons pour notre pays est celle qui va contribuer à apporter la vision malienne, la dimension de la vision malienne, de l'intelligence malienne à la civilisation du droit et de la justice à travers le monde. Il sera ainsi question au cours de 3 jours que vont durer les travaux de faire la revue des expériences nationales et internationales en combinant les différents mécanismes dans le domaine de la justice transitionnelle. Les participants échangeront aussi sur les outils pratiques pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale au Mali. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de voter ce matin le renouvellement du mandat de la MINUSMA pour 1 an, un nouveau mandat qui prend en compte l'essentiel des préoccupations du gouvernement malien longuement exprimé le 23 juin dernier par le ministre Abdoulaye Diop. Adopté sous chapitre 7, ce nouveau mandat prévoit des sanctions ciblées à l'encontre de ceux qui se seraient amenés à entraver
achever le processus de paix enclenché. Il prévoit aussi une plus grande collaboration entre les forces armées maliennes et la MINUSMA de New York. Les précisions avec Salif Sanogo. Il aura fallu discuter jusqu'aux derniers instants et prendre les consignes nécessaires avant l'instant fatidique. Et à l'heure du vote, c'est à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité que la résolution 2227 a été adoptée. Avec un budget de 936 millions de dollars, la MINUSMA voit donc son mandat renouvelé. Une résolution adoptée sous le chapitre 7 et qui a donné le sourire à l'ambassadeur Sékou Kassé et à toute son équipe. Nous sommes donc heureux de constater que le Conseil de sécurité, dans sa grande sagesse, nous a entendus en articulant le nouveau mandat de la MINUSMA autour de la mise en œuvre effective et intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En clair, la MINUSMA va appuyer, entre autres, le rétablissement de l'autorité de l'État et le retour progressif des forces armées et de sécurité au nord du pays, le renforcement de la collaboration entre les forces armées maliennes et celles des casques bleus, tant au niveau stratégique qu'opérationnel, ainsi que la prise de sanctions ciblées contre ceux qui empêcheraient ou feraient obstruction à la mise en œuvre intégrale de l'accord de paix. De même, la résolution 2227 prend en compte certains autres aspects importants dont s'est réjoui l'ambassadeur Sékou Kassé. L'opérationnalisation des bataillons prévus pour constituer la force d'intervention rapide au sein de la MINUSMA. L'opérationnalisation sur le terrain des moyens mis à disposition pour la montée en puissance de la MINUSMA. L'usage de tous les moyens mis à disposition pour prévenir et empêcher les menaces et le retour des groupes terroristes, narco-djihadistes et les autres forces hostiles à la mise en œuvre de l'accord. L'exigence aux groupes armés signataires de l'accord de se démarquer des groupes terroristes et narco-djihadistes. L'exigence aux pays contributeurs de troupes de doter leur contingent d'équipements appropriés. Le renforcement de la coopération entre la MINUSMA et la force Barkhane dans la lutte contre le terrorisme et l'opérationnalisation du comité de suivi de l'accord. Succès diplomatique pour le Mali, le vote de ce nouveau mandat de la MINUSMA l'est certainement puisqu'il reprend l'essentiel des préoccupations exprimées par le gouvernement malien. Alors, est-ce un nouveau départ pour l'instauration de la paix à travers l'étendue du territoire national? Les prochains jours et surtout les prochaines actions devraient à ce niveau nous en dire un peu plus. Salif Sanogo, le gouvernement de la République, par ce communiqué, le gouvernement de la République du Mali se réjouit de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies ce jour 29 juin 2015 de la résolution 2227-2015 renouvelant le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, jusqu'au 30 juin 2016. Cette résolution, votée à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité, marque à nouveau la volonté de la communauté internationale à accompagner le Mali dans son processus de sortie de crise. Le gouvernement salue le fait que la résolution 2227 s'articule essentiellement autour de la mise en œuvre effective et intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et prend en compte les préoccupations majeures du gouvernement exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale le 23 juin 2015 à New York lors de la séance publique du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Mali. Le gouvernement de la République du Mali exprime sa profonde reconnaissance aux États membres du Conseil de sécurité et à l'ensemble de la communauté internationale pour l'adoption de la présente résolution et pour les efforts continus en faveur du retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans notre pays. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme sa ferme volonté de coopérer pleinement avec la communauté internationale en vue de la mise en œuvre effective et intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Paix et réconciliation suite à l'attaque des localités de Nara et de Fakola. Des messages de condamnation continuent de nous parvenir,
Ainsi, le parti Forces alternatives pour le changement, le Rassemblement pour la justice sociale, l'association des ressortissants du cercle de Kolondjeba pour le développement, l'Union pour la République et le développement et la démocratie URD, l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, l'Alliance pour le Mali APM Maliko, le Mouvement pour la démocratie et le développement condamne avec fermeté les attaques djihadistes et terroristes perpétrées contre les bâtiments administratifs et les positions de nos forces armées et de sécurité. Ils présentent leurs condoléances aux familles des disparus et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Les indicateurs sociaux en matière de santé et d'éducation dans notre pays, le ministre de l'Aménagement du territoire et de la population a procédé au lancement de l'enquête par grappe à indicateurs multiples. Cette enquête est exécutée par l'Institut national de la statistique avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, de PSI Mali, du Fonds des Nations Unies pour la population. Compte rendu, Rachel Tessougué. Le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNICEF, PSI Mali, l'Institut national de la statistique et le ministère de l'Aménagement du territoire et de la population sont les acteurs du protocole de mise en œuvre de l'enquête par grappe à indicateurs multiples Mali 2015. Cette enquête est conçue pour recueillir auprès des ménages, des femmes, des hommes et des enfants des informations pour les estimations des indicateurs clés statistiquement fiables et comparables au niveau national et international. Ces données seront ensuite utilisées pour évaluer la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé et de l'éducation. L'évaluation de la situation réelle des indicateurs sociaux de santé, d'éducation, de protection des enfants et des femmes, 3 ans après la dégradation de la situation sécuritaire au nord et le bouleversement de l'ordre politique, justifie largement cette enquête et devrait être soutenue par tout un chacun. Les données de cette enquête permettront également au Mali de faire une évaluation intermédiaire du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Ces résultats de la MIS 5 serviront pour la définition des indicateurs de référence pour le suivi et l'évaluation à mi-parcours du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Ces résultats d'enquête permettront également de mesurer de façon précise les progrès accomplis par le Mali vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, pour le bien-être des enfants. Les travaux de collecte de données se dérouleront du 30 juin au 30 septembre 2015. Pour une bonne exécution du programme, l'UNICEF a offert 9 véhicules au ministère de l'Aménagement du territoire et de la population. Mesdames et messieurs, ce communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir suite à l'explosion d'un kamikaze lors d'une opération policière, c'est au Tchad. 11 personnes, donc 5 policiers tués. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec une grande affliction que la capitale tchadienne, N'Djamena, a été la cible d'une explosion d'un kamikaze ce lundi 29 juin ayant causé la mort de 11 personnes, dont 5 policiers. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière énergie cet acte odieux, criminel et terroriste et saisit l'occasion pour adresser ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple tchadien ainsi qu'aux familles durement éplorées des victimes. Le gouvernement de la République du Mali, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés, exprime au gouvernement et au peuple tchadien sa sincère sympathie et réitère son engagement constant à se tenir à leur côté dans leur lutte implacable contre le terrorisme et la barbarie. Le ministre de la promotion des investissements et du secteur privé, maître Mamadou Gaussou Diarra, a quitté Bamako ce matin pour Addis Abeba où il prendra part du 30 au 1er juillet 2015 au forum sur le partenariat pour accélérer les investissements sur l'industrialisation et les résultats
en Afrique. L'impact de l'exploitation minière dans la région de Caille était au centre d'une conférence ici à Bamako, à l'hôtel Mandé. Il s'agissait d'analyser l'étude menée par la GIZ sur l'impact des investissements communautaires des entreprises sur les populations ainsi que sur le développement socio-économique local, nous dit Boubacar Sissoko qui a suivi pour nous. Qui est initiée par la GIZ. Elle analyse l'impact socio-économique de l'activité minière dans la région de Caille. L'étude menée dans ce contexte montre que l'activité minière, industrielle et artisanale a entraîné des bouleversements sociaux liés à la surpopulation, l'abandon scolaire, la hausse des prix et à la dépravation des mœurs. Des échanges découleront des propositions pour corriger ces insuffisances dans l'exploitation minière au Mali, ce qui cadre avec la vision du gouvernement malien qui entend favoriser le développement communautaire dans les zones aurifères. C'est conscient de cette réalité que le ministère des Mines, dans sa détermination à faire de notre secteur minier un des leviers de la croissance économique, entend aujourd'hui mettre en place une nouvelle politique minière dans laquelle participent pleinement les Maliens. La stratégie qu'elle compte mettre en place à cet effet s'articule autour de la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire axé sur le développement durable. Deuxièmement, l'intégration de l'activité minière au reste de l'économie à travers le développement de la chaîne de valeur dans les filières minières dont l'impact sur l'économie serait plus significatif tant sur le plan fiscal que macroéconomique. Troisièmement, le développement des infrastructures géologiques. Quatrièmement, le renforcement des capacités des ressources humaines par la formation. Cette conférence doit donc harmoniser les points de vue de tous les acteurs concernés par l'exploitation des mines pour une stratégie de répartition équitable et de bonne gestion des revenus générés par l'activité minière afin qu'elle contribue au développement socio-économique durable. Le 30 juin, la communauté scientifique africaine célèbre la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. L'objectif visé est de mobiliser la communauté scientifique africaine pour le développement de l'Afrique. Pour la célébration de l'édition 2015, 3 thèmes ont été retenus, à savoir les maladies émergentes, la souveraineté alimentaire au Mali, crise internationale et gestes des flux migratoires. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maître Moutagatal, nous livre son message. Il est au micro de Inaba. Depuis 1990, le Mali célèbre cette journée par l'organisation de diverses manifestations relatives au développement de la science et de la technologie. Pour cette année 2015, cette célébration intervient dans un contexte particulier de crise. Et malgré des moyens modiques, la communauté scientifique du Mali est restée mobilisée pour relever dans divers domaines les défis de développement de notre pays. Malgré de nombreux résultats acquis dans plusieurs domaines de recherche en sciences et technologies, où les avancées sont significatives, santé, agriculture, développement durable par exemple, de nombreux défis demeurent et de nouvelles problématiques apparaissent. C'est la raison pour laquelle 3 thèmes ont été retenus pour la célébration de l'édition 2015. Il s'agit de, premièrement, les maladies émergentes, cas de la maladie à virus Ebola. Deuxièmement, la souveraineté alimentaire du Mali. Et enfin, les crises internationales et la gestion des flux migratoires. La journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique sera célébrée pour l'édition 2015 sur les sites suivants. L'Institut national de recherche en santé publique, en ce qui concerne la thématique des maladies émergentes, l'Institut d'économie rurale à Sotiba, pour le thème de la souveraineté alimentaire au Mali, et l'École normale supérieure, pour l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, en ce qui concerne les crises internationales et la gestion des flux migratoires.
L'intégralité donc de ce message de Maître Muntaga Tall après ce journal. Ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au deuxième tour de l'élection législative partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, scrutin du 21 juin dernier. Le président de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance des citoyens, des candidats, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, du président du comité de l'égal accès aux médias d'État, du président de la commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections que la proclamation des résultats du deuxième tour de l'élection partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako aura lieu demain, mardi 30 juin à partir de 11h au siège de l'institution. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. En raison du démarrage des opérations de la révision exceptionnelle des listes électorales prévues le mercredi 1er juillet, les représentants des partis politiques et de l'administration devant siéger au sein des commissions administratives sont conviés dans leur commune habituelle le même jour à 8h précises. L'actualité dans nos régions, lancement à Sikasso des activités des projets USAID des services de santé à grand impact et Kenya Djemoukan, le programme d'une importance capitale vise à réduire la mortalité maternelle et néonatale et infanto-juvénile. Coût total du projet 40 milliards de francs CFA. Le point avec Fatoumata Diallo depuis Sikasso. Ils étaient tous là, autorités politico-administratives, sanitaires, sociétés civiles et leaders religieux, autour de la nouvelle stratégie quinquennale de l'USAID intitulée Services de santé à grand impact et Kenya Djemoukan. Financés par les États-Unis d'Amérique, les deux projets visent à appuyer le gouvernement dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Ces deux nouveaux programmes, d'une valeur d'environ 80 millions de dollars américains, soit environ 40 milliards de francs CFA, démontrent une fois encore l'engagement du peuple et du gouvernement américain à continuer son appui au gouvernement et au peuple malien dans la mise en œuvre de toutes les stratégies visant à améliorer l'état de santé des populations maliennes. La présentation du projet de la carte sanitaire de la région de Sikasso avec les principaux indicateurs et défis ont été entre autres les thèmes développés pour une meilleure appropriation par les participants de cet ambitieux programme qui sera mis en œuvre par un large consortium. Quant aux autorités régionales, l'espoir reste grand. C'est dans la région de Sikasso, avec 121 pour 1000, que le taux de mortalité infanto-juvénile est le plus élevé, et avec 33% de malnutrition chronique, selon les résultats de l'enquête SMART de 2014. L'eau, l'hygiène et l'assainissement, la nutrition maternelle et infantile, la communication pour un changement de comportement sont entre autres les domaines d'intervention du projet qui couvrira la période 2014-2019. L'optique de mettre ses militants et sympathisants au même niveau d'information sur les questions de la nation, le parti RPM a tenu à Gao sa conférence régionale. Les thèmes ont porté principalement sur la mise en œuvre de l'accord de paix et les élections régionales et communales de 2015, enjeux et défis. Gao, le point avec Daouda Zoumana Traoré. L'un des plus grands défis de Rassemblement pour le Mali est la mise en œuvre correcte de l'accord de paix une fois signé par toutes les autres parties prenantes, précise d'entrée de jeu Djibril Diko, chef de la délégation du RPM dans la cité des Askia. C'est aussi un devoir pour ses premiers responsables et un droit pour les militants de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections régionales et communales. Il y a donc lieu d'expliquer aux militants venus des 4 cercles de la région le mécanisme de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation du Mali. Mieux faire comprendre l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, faire face à l'incompréhension de certains citoyens
Également mettre en exergue la cohérence de la position gouvernementale et la partager avec les acteurs de la vie publique, politique, économique, sociale et culturelle. L'engagement de tous les militants et sympathisants est également demandé pour relever les défis et enjeux des élections régionales et communales à venir. Les responsables du bureau politique du RPM ont déjà en idée de valoriser le genre avec une participation accrue des femmes et des jeunes dans les instances. Pour atteindre ces objectifs, il faut connaître les supports juridiques, les textes et les règlements du parti. L'objectif de cette démarche consiste à faire valoir les intérêts du RPM à travers ses objectifs électoraux qui sont entre autres recueillir le maximum de conseillers communaux et régionaux, élargir la base sociale et politique du parti, élever le taux de participation pour renforcer la démocratie et rendre plus crédibles les organes de collectivité territoriale. Après les deux exposés, un échange entre les responsables du bureau politique et les participants a permis de situer le degré de dévouement des militants. Ils se disent fin prêts à faire avancer le processus de paix et de réconciliation avant de promettre d'être au peloton de tête des élections régionales et communales de 2015. Tombouctou, le Centre national de promotion du volontariat du Mali, en collaboration avec le Conseil local de la jeunesse, a lancé ses activités de salubrité. Tombouctou, nous retrouvons Hamou Soumaïla. Ce coup de pioche donné par le sous-préfet central de Tombouctou marque le lancement des activités de salubrité organisées par le Centre national de promotion du volontariat du Mali, CNPV, en collaboration avec le Conseil local de jeunes de Tombouctou. Cette activité a regroupé les autorités administratives, politiques et une forte participation des jeunes. C'est un site qui se situe non loin de la grande mosquée de Tombouctou. C'est un site également qui se trouve à côté du camp militaire. Et nous avons choisi pour plusieurs raisons, parce que depuis longtemps cette voie a été totalement bloquée. Il faut assainir les lieux. Et aujourd'hui c'est une grande fierté pour nous, la jeunesse. Cette activité menée, c'est une des activités par rapport au programme, au projet, conjointe à la résilience des capacités des jeunes et des femmes des régions de Tombouctou et Gao. Ça sera une utilisation de 10 jeunes, ainsi que relative pendant 3 mois au niveau de Tombouctou, ainsi qu'à Gari, Tchankour, Gundam et la commune rurale de Alafia. Selon les représentants du préfet, ce geste d'assainir la ville est à saluer et à encourager. Ça, c'est un acte à saluer de la part de la jeunesse qui sont encore prêts, qui se sont engagés à rester aux côtés du projet, vraiment pour continuer à les assister, à les aider. Et moi, je dirais aussi que ça vient à point nommé à partir du moment où on a commencé à enregistrer les premières gouttes de pluie. À noter que ce programme d'assainissement qui vient d'être lancé à Tombouctou dure 3 mois. L'ambassade des États-Unis d'Amérique dans notre pays vient de faire un important don de livres à la Bibliothèque nationale. L'objectif de ce geste est de permettre aux enfants et aux jeunes de s'intéresser davantage à la littérature. Compte rendu Aïssata Saliou Maïga. Il s'agit d'environ 500 livres en français et en anglais. Ce don de l'ambassade des États-Unis d'Amérique est destiné aux enfants et aux jeunes étudiants de notre pays. Les livres ainsi offerts à la Bibliothèque nationale du Mali couvrent des domaines variés et divers tels que l'histoire, la géographie, le droit, les sciences et les contes. Ils permettront également aux enfants et aux jeunes d'apprendre le français et l'anglais. Ça, c'est un don de 500 livres aux enfants qui commencent à lire. Ici, ils ont donc des livres en anglais et en français sur tous les sujets. La cible de ces livres, c'est les enfants qui commencent vraiment à lire depuis le bas âge, même aussi pour ceux qui sont dans le lycée. Selon le bénéficiaire, ces ouvrages ajouteront un plus à la riche collection déjà existante à la Bibliothèque nationale du Mali. La cérémonie d'aujourd'hui est le renforcement de la dynamique enclenchée dans la coopération documentaire naissante entre nos deux pays. En nos début ici à l'ECI 2000 en 2003, nos salles de lecture ont accueilli un peu plus de 7000 lecteurs. Mais pendant les 4 dernières années, elles enregistrent 20 000 à 30 000 lecteurs par an. Cela dénote l'intérêt de plus en plus grandissant pour notre offre documentaire, toutes choses qui exigent du personnel, des produits et des services de qualité.
Ces livres ainsi acquis feront sans nul doute le bonheur de nombreux lecteurs et enrichiront du coup leurs connaissances. Aussi dans ce journal, s'il y a un secteur qui enregistre une baisse de chiffre d'affaires en cette période de Ramadan, c'est bien celui de la restauration. Beaucoup ferment pendant ce mois de Ramadan, faute de clients, ou changent désespérément les horaires d'ouverture. Comment ils fonctionnent? Quelles astuces ont-ils mis en place pour garder leur clientèle? Nyanya Aliou Traoré et Toumani Diabaté sont allés voir. Le Ramadan rime avec abstinence, puisque le fidèle musulman s'abstient de boire et de manger du lever jusqu'au coucher du soleil. Une période de recueillement qui se répercute sur certains secteurs d'activité comme la restauration. Ici, nous sommes en commune 2 du district de Bamako, sur l'une des rues les plus animées de la capitale. Je suis restaurantiste, je vends beaucoup de choses. Le jeûne, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on a remarqué que ça a diminué les chiffres. Parce que les gens ne mangent pas dehors, les gens mangent en famille, ils font tout en famille, donc c'est normal. Période morte pour ce restaurant vietnamien. Sa propriétaire nous explique que les clients viennent à compte-gouttes et la plupart n'achètent pas grand-chose, ajoute-t-elle. Du côté du Raïda à Medinakoura, ce restaurant spécialisé dans le sandwich et shawarma se plaint également du manque d'affluence. Bon, le mois de Ramadan, actuellement, ça nous pose énormément de problèmes. Parce que les clientèles sont lents. Les clients actuels viennent à partir de midi et 14h. Ça coupe et ça commence à partir de 17h jusqu'à 22h. D'habitude, c'est continuel. À Bamako, dans cet hôtel de la place, les cuisines continuent de tourner. L'hôtel a mis en place le buffet Sunakari. On a pensé que des familles ou des groupes pouvaient venir couper le Ramadan ensemble. Donc on a conçu un buffet Ramadan. L'idée, c'était de partager vraiment des moments spéciaux avec nos invités, que ce soit nos clients qui logent à l'hôtel ou ceux qui viennent de l'extérieur. Et avec ce buffet Sunankari, nous arrivons à passer des moments vraiment exceptionnels dans un esprit de famille, tout en nous inspirant des codes, je dirais des codes culinaires de la famille malienne. Est-ce que les clients viennent déjà? Pas encore, ils n'ont pas encore commencé par sortir, mais dans une trentaine de minutes, vous allez voir qu'ils vont affluer de partout. L'hôtel offre également un bonus à ses clients. La responsable commerciale nous indique qu'un espace a été aménagé expressément pour la prière. En tout cas, il ne faut pas avoir faim à midi à Bamako. La campagne de solidarité Ramadan 2015 de l'ONG Al-Farouk se poursuit. Elle a remis plusieurs tonnes de vivres à 600 familles nécessiteuses dans le district de Bamako. Coût de l'opération, plus de 15 millions de francs CFA. Sokona Kamisoko, compte rendu. Malgré la pluie de ce matin, la cour de l'ONG Al-Farouk a refusé du monde. C'est à l'occasion de la distribution aux veuves, aux orphelins, aux personnes handicapées et aux plus démunis d'un important lot de produits alimentaires. La donation composée de riz, de mil et de sucre a coûté à l'ONG Al-Farouk et ses partenaires plus de 15 millions de francs CFA. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour, c'est le jour de Cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, qui est le bailleur de cette donation de l'Émirat. Les bénéficiaires sont ceux qui ont répondu aux critères prédéfinis par les donateurs. L'ONG Al-Farouk, bien avant, a distribué des tickets différents avec les couleurs différentes, des dates différentes. Donc aujourd'hui, c'est le ticket de 600 familles. Cet acte de solidarité de l'ONG Al-Farouk a pour but d'aider le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Nous ne cesserons jamais de remercier l'ONG Al-Farouk, surtout à travers son directeur et l'ensemble de tous les personnels qui, à chaque moment, qui sont sollicités par la population à travers leurs bailleurs qui se trouvent à l'extérieur, parviennent effectivement à résoudre les problèmes les plus difficiles, qu'est le problème d'alimentation. Surtout, le mois de carême est un mois sacré. Et en cette période, le besoin est là. Présente au Mali depuis plus d'une dizaine d'années, l'ONG Al-Farouk évolue dans les domaines humanitaires conformément au concept de l'islam.
À la page santé de ce journal, chronique santé de ce journal s'intéresse à Arcade Sida Mali. Cette association de lutte contre le VIH traque le VIH où il est le plus présent dans la société, c'est-à-dire chez ceux qu'elle appelle les groupes vulnérables. Pour cela, une clinique de suivi est ouverte, accompagnée d'un car mobile offrant des soins et des services à des heures peu habituelles. Notre reporter Tchissera Dambeli est allé voir. Le constat a été fait après des études. Le VIH-Sida est en train d'évoluer. Son taux de prévalence est toujours plus élevé chez les homosexuels, les professionnels du sexe, les détenus et les utilisateurs de drogues injectables appelés groupes vulnérables. Ils sont vulnérables soit par le fait qu'ils ont un manque accru d'informations, soit ils n'ont pas accès aux soins. Le Mali, on est à 1,1 de séroprévalence du VIH aujourd'hui. Mais les dernières données de l'enquête ISBS au Mali datent de 2009, mais les professionnels de sexe étaient à 24,3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends au Mali, la population générale, tu prends 1000 personnes, il y a 11 personnes qui ont le VIH. Par contre, quand tu prends ces sous-groupes-là, les professionnels de sexe, il y a 240 personnes qui ont le VIH. Arcade Sida, l'association de recherche, de communication et d'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH, propose un programme comme solution. La clinique Les Halles de Bamako est un élément de ce programme. Elle ouvre ses portes de 16h à minuit du mardi au samedi pour offrir gratuitement un paquet complet de soins liés au VIH et au Sida. Nous donnons la bonne information sur comment se protéger contre les IST, VIH, Sida, les modes de transmission, les moyens de prévention, etc. Nous faisons le dépistage pour le VIH, le dépistage, n'est-ce pas, des infections sexuellement transmissibles, les IST, et la prise en charge, n'est-ce pas, des cas d'accidents d'exposition sexuelle. Information, sensibilisation, tests de dépistage, offre de traitement antirétroviral, rien n'est omis ici. L'argument avancé est qu'il ne faut laisser personne sur la touche dans la lutte contre la pandémie, surtout que ces groupes dits vulnérables font partie de notre société et peuvent contribuer à propager le VIH. Si ces personnes-là sont infectées et qu'on ne prend pas garde, on va perdre nos acquis. Aujourd'hui, le Mali a fait beaucoup d'avancées par rapport à la lutte contre le sida. Mais notre ambition, c'est aller à l'accès universel aux soins pour tous, pas en laissant une partie de la population qui est exclue du fait de leur orientation sexuelle. Parce que nous savons, les hommes qui sont homosexuels sont aussi bisexuels. Le client des professionnels de sexe, c'est monsieur tout le monde. Donc, ils sont au sein de la communauté. Donc, il faudrait que nous soyons très vigilants. Ce dispositif est complété par un car clinique mobile sillonnant les soirs la ville de Bamako en quête de patients. Ces sorties sont préparées par des animateurs, des pères éducateurs qui sensibilisent sur les IST, le VIH et proposent au finish de profiter des services offerts par Arcade Sida. Quand nous, on arrive avec le car mobile, donc ils rentrent une à une. Donc nous, on leur propose encore, c'est comme si on fait une petite counseling, donc pour un peu juste savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Le dépistage, ça va nous amener où. Donc quand tu fais un dépistage, quelle est l'importance donc du dépistage. Donc on les explique ça. Une fois qu'ils acceptent, nous on fait le dépistage. Donc si on fait le dépistage, on leur communique le résultat. Si c'est un résultat négatif, on leur dit comment tu dois te comporter pour ne pas avoir les IST et le VIH. Et une fois que c'est un test positif, on leur indique là où nous travaillons parce qu'on fait la prise en charge aussi des personnes vivant avec le VIH. Selon les données recueillies avec le car mobile, sur 10 tests effectués, au moins un cas est positif. Des statistiques qui encouragent les équipes de terrain et les convainquent tous les jours que le combat qu'ils mènent vaut la peine. Protéger tout le monde sans exception contre le VIH-Sida.
Basket, Mali-Guinée pour les éliminatoires combinés Afro-Basket, Jeux africains Brazzaville 2015. Les Aigles Dames du Mali ont battu au match aller le Sili Dame de la Guinée-Conakry, tenez-vous bien, par le score de 108-30. C'était hier au Palais des Sports. Le match retour était prévu aujourd'hui, toujours au Palais des Sports. Séance suivie par Assa Soumaré. Déjà à l'afro-basket féminin, les Aigles Dames ont pris une option sérieuse pour la qualification des Jeux africains de Brazza 2015 en battant le Sili Dame de la Guinée-Conakry 108-30. Dans ce match aller, ce fut le match de la trop grande prudence. Une prudence côté guinéen car c'était l'occasion de faire le match en imprimant son tempo pour essayer d'engranger le plus grand nombre de points. Toute chose qui mettrait l'équipe suffisamment à l'abri de la rencontre retour prévue ce lundi au Palais des Sports. Hélas, cela les joueuses de la Guinée ne le pourraient pas pour être à un cran inférieur des Maliennes sur le plan physique. L'on avait l'impression que les protégés de l'entraîneur Hervé Coudray se contentaient simplement de contrôle. Le tableau de marque sans trop forcer la dose, 23-2 au premier quart et 46-8 à la pause. Les tentatives des Guinéennes à revenir au score au retour des vestiaires restent vaines. L'avantage est pour le Mali, 78-16 à l'avant-dernière partie. Une promenade de santé pour la capitaine Mia Terera et ses coéquipières qui vont franchir la barre des 100 points et vont s'imposer 108-30. Auparavant, le ministre des Sports, Hussein Amion Guindo, avait reçu les juniors dames championnes d'Afrique qui se sont envolées hier soir pour la Russie en vue de participer à la Coupe du Monde de leur catégorie. Voilà, la nouvelle vient donc de tomber. Les Aigles Dames du Mali sont donc qualifiées pour les Jeux africains de Brazzaville 2015. Après avoir gagné le match aller 108-30, pas de surprise pour le match retour. Les nôtres ont donc gagné 94-20. Assa Soumaré vient de nous donner l'information. Une nouvelle publication dans vos librairies, Femmes et discrimination au Mali. C'est le titre du livre que vient de publier Ali Tunkara aux éditions L'Harmattan. L'auteur traite des questions d'accès des filles à l'éducation et à l'emploi, la reconnaissance des droits civiques, entre autres. Le livre vise à éclairer la complexité de la condition féminine au Mali, prise entre le culturel, le religieux et la modernité. Ali Tunkara, l'auteur malien de nationalité, est docteur en sociologie de l'université Paris-Descartes. Ses recherches actuelles portent sur les femmes actuelles, femmes africaines et l'islam politique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain, 10h, 13h. Ça sera une présentation de Amadou Sankaré. Et s'il plaît à Dieu, je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions de la soirée. Excellente nuit à tous. Au revoir.